Bon, alors le sabre et le turban. Disons qu'on vient d'assister au turban de nos ambitions, c'est le programme que Guy a présenté pour 2023. Il n'y a plus qu'à brandir le sabre des réalisations pour partir à la conquête, non pas de l'Europe, mais des Européens lorrains. Alors, le sous-titre du sabre et du turban, c'est la Turquie et l'Europe. En fait, c'est ça qui va nous intéresser, parce que l'affaire de la Turquie et de l'Europe, c'est pas ce qui s'est passé ces dernières décennies, on y reviendra sur la candidature turque, mais ça a commencé il y a quelques siècles. Ça a commencé il y a quelques siècles, puisque si on remonte au temps de l'Empire romain, ou plutôt quelques temps après, le sud de la Méditerranée, le nord de la Méditerranée était euh, romain, de culture romaine. La langue, c'était le latin. Et puis, dans le siècle qui a suivi, euh, euh, rappelez-vous, le prophète de l'islam, donc c'était le 7e siècle. Dans le siècle qui a suivi, eh bien, l'islam s'est répandu presque tout autour de la Méditerranée, tout au sud jusqu'au Maghreb, au nord, en passant par la Turquie, et ensuite la Grèce, l'Italie, et même jusqu'en Espagne. Et ça a failli venir en Gaule, 732, rappelez-vous, on a arrêté les Arabes à Poitiers. Dans le sud, on avait essentiellement des Arabes. Mais dans l'est de la Méditerranée, c'était les Ottomans. C'était les Ottomans, hein, c'était un peu leur domaine. Donc, les relations entre l'Europe et les Ottomans remontent à ce siècle-là, hein, au 7e siècle. Ça a commencé comme ça. Alors, bien sûr, essentiellement de la confrontation. Ce sont deux civilisations qui étaient un peu en concurrence, en compétition l'une avec l'autre. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs certains rois de France ou dirigeants français d'avoir des alliances avec l'Empire ottoman. Rappelez-vous François Ier, hein, ce roi chrétien n'a pas hésité quand même à passer un accord avec les Ottomans pour prendre à revers l'Empire austro-hongrois. C'est une première exception. Il y en a une autre plus près de nous, au XIXe siècle, Napoléon III. Napoléon III s'est trouvé aux côtés de l'Empire ottoman pour affronter les Russes. C'est la guerre de Crimée, 1854-56. Nous étions, nous Français, aux côtés des Britanniques, aux côtés de l'Empire ottoman, contre les Russes. Donc vous voyez, il n'y a pas eu que des oppositions. Mais d'une façon générale, les deux entités en présence, l'Europe d'un côté, l'Empire ottoman de l'autre, avaient des points communs, notamment leur division. L'Europe, c'est une juxtaposition de nations, de monarchies dans un premier temps, ensuite de républiques, mais quand même l'Europe était caractérisée par cette division, et l'Empire ottoman aussi. Je dirais au passage que c'est le cas à peu près de tous les empires, sauf peut-être l'Empire romain qui avait une volonté d'unification, notamment avec une langue, le latin, alors que dans l'Empire ottoman, on parlait plusieurs langues. Bien sûr, il y avait des Ottomans, mais il y avait aussi les Grecs, il y avait aussi ceux qui sont devenus les Bulgares, qui sont devenus les Roumains par la suite, les Syriens, etc. Donc, une des caractéristiques de cette entité politique qui est un empire, c'est bien souvent sa division. Deuxième idée dans l'introduction, qu'est-ce qui s'est passé au cours des siècles? Première grande idée, c'est la construction de l'Empire ottoman et la conquête de l'Empire ottoman. L'utilisation du sabre. La conquête s'est faite par le sabre, hein, beaucoup plus que par le turban. Donc, la conquête de l'islam, c'était
conquête plutôt militaire. Alors, ça était vrai notamment en 1453, lorsque l'Empire ottoman a conquis Constantinople, qui était la deuxième Rome. La deuxième Rome, disons que c'était la première Rome pour les orthodoxes, mais la deuxième Rome pour les chrétiens d'une façon générale. Et c'est là que Mehmed II a transformé Sainte-Sophie, qui était une cathédrale. Alors Sainte-Sophie est une église construite au IVe siècle, c'est devenu une cathédrale sous Justinien, un des grands empereurs orientaux, vers 537, je crois. Et Mehmet Ali a transformé cette cathédrale en mosquée au moment de la conquête de Constantinople. Une étape importante donc dans le développement de l'Empire. Et on verra tout à l'heure que ce développement s'est poursuivi jusqu'à son apogée, 1683. Les Turcs mettent le siège devant Vienne, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés jusqu'à Vienne. Ils avaient déjà conquis la Hongrie depuis un certain temps, mais à Vienne, c'est un échec. Ils n'ont pas réussi à conquérir Vienne, et c'est le point de renversement, et je dirais de rebroussement des Ottomans. Ils ont marché vers la conquête jusque-là, et à partir de cette date-là, c'est le début, le tout début de la déconstruction de cet empire. Et la déconstruction a été jusqu'au traité de Sèvres en 1920, à la sortie de la Première Guerre mondiale. C'est le point le bas, le plus humiliant, puisqu'il faut être sensible à ça, pour les Ottomans. Alors, après cette disparition de l'Empire ottoman, qui, je vous rappelle, était l'homme malade de l'Europe au XIXe siècle, eh bien, il a fallu reconstruire. Et la reconstruction, ce n'est pas une reconstruction à l'identique, c'est plutôt la construction d'une nation turque. Vous voyez, Mustafa Kemal, puisque c'est de lui l'auteur principal, eh bien, Mustafa Kemal n'a pas cherché à reconstruire l'Empire ottoman, mais à construire une nation turque sur des frontières plus étroites, mais toute son ambition, c'était celle-ci. Et Erdogan a repris cette ambition d'Atatürk, puisque construction d'une nation, c'est quand même une affaire difficile, délicate et de longue durée. Ceci étant, on verra que Erdogan, qui était un peu républicain, pro-européen, à la Atatürk dans une première vie, est devenu dans la seconde, celle qu'on connaît aujourd'hui, un partisan de la résurrection de l'Empire ottoman. C'est devenu, en quelque sorte, un sultan, un nouveau sultan. Alors, on va vous présenter le plan, Guy, en 5 parties qu'on va voir aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour revenir sur la notion de sabre et de turban. Il faut savoir que les sultans prêtent serment, quand ils prennent le pouvoir, sur le sabre d'Osman. Osman, c'est le fondateur, le premier sultan de l'Empire ottoman. Donc, vous voyez, quand on prenait le pouvoir, on prêtait serment sur le sabre du fondateur. Donc, ça rappelle le rôle des militaires dans la conquête. Et le turban, eh bien, c'est celui qu'on trouve sur la tête, notamment des imams. Autrement dit, c'est le côté spirituel. Mais on s'aperçoit que les Turcs ont brandi le turban quand le sabre était émoussé. Parce que le turban, ça permet encore, en parlant de l'islam, en brandissant en quelque sorte l'islam, eh bien, d'exercer une influence sur les anciennes colonies que le sabre a perdues. Donc, vous voyez, le sabre, c'est la conquête. Je dirais que le turban, c'est la conservation de ce qui reste. Alors, maintenant, on va traiter ça en 5 parties. L'histoire de l'Empire, la résurrection comme nation, et après les caractéristiques de la République, puisque cette nation s'est construite sur une république, notamment avec un parallèle
Atatürk-Erdogan. La plupart d'entre nous ont tendance à opposer les deux personnages, le général, le militaire, le sabre d'un côté, et puis Erdogan qui a considéré qu'il était opportun dans son intérêt personnel et dans celui du pays qu'il sert, de brandir le turban et en quelque sorte qui a ressuscité de fait, non pas de droit, mais le califat. Donc le sabre, le sultanat, le turban, le califat. Puis bien sûr, géopolitique et stratégie, là on va retrouver une opposition entre les deux personnages, Atatürk et Erdogan, notamment Erdogan, vous savez, toutes les initiatives qu'il a pu prendre ces derniers temps avec la Russie, contre les Arméniens, aller mettre un peu le bin en Libye, etc. Donc on va voir tout ça. Alors première partie, l'histoire de l'Empire ottoman et notamment la conquête. Je pense que le plus simple et le plus clair, c'est de vous présenter quelques cartes qui vont nous faire remonter au XIVe siècle pour voir déjà ce qui était dans un premier temps les conquêtes. Alors vous voyez, au XIVe siècle, on voit déjà tout ce qui, les différentes couleurs qui sont là, c'est que l'Empire ottoman, c'est la Turquie d'aujourd'hui, mais ça déborde aussi sur une grande partie de la Grèce et du nord de la Grèce. La Grèce, à l'époque, n'était pas encore conquise, mais vous avez la Roumélie, c'est-à-dire l'équivalent de la Serbie. Un peu plus au nord, vous avez l'équivalent de la Bulgarie, etc. Donc, on voit déjà la première partie de l'extension de l'Empire ottoman. Deuxième carte, qui est les siècles suivants. Guy, si tu peux nous l'envoyer, voilà. Vous voyez que l'Empire ottoman, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, s'est étendu. Et la date limite, c'est 1683, parce qu'effectivement, c'est là que l'Empire arrive jusqu'en Autriche, mais s'arrête à Vienne. Vienne n'a pas pu être conquise, c'est la dernière ambition qui est un échec. Mais vous voyez quand même que cet empire ottoman occupe une grande partie de la Méditerranée. Hein. Donc, c'est du temps de Mehmet Ali, 1453, Constantinople, avec Soliman le Magnifique, là on est en 1520-1566, et puis même encore en 1571, eh bien, Chypre a été conquis par l'Empire ottoman contre Venise. Et là, on voit bien les caractéristiques de l'Empire, c'est que vous avez des pays très différents, avec bien sûr des mœurs très différentes, mais aussi des religions différentes. Alors, cette division, en quelque sorte, entre ethnies, etc., est acceptée par les Turcs. C'est souvent, je vous l'ai dit, le cas des empires. La contrepartie, c'est la tolérance. Parce que si on ne procède pas par assimilation, eh bien, il faut bien tolérer la différence. Et les Ottomans avaient intérêt à le faire parce que le régime fiscal était différent selon que vous étiez musulman, où c'était plus léger, ou bien étranger, chrétien par exemple, avec un impôt plus élevé. Donc plus on était loin de l'islam, plus on payait d'impôts, ce qui était bon pour les musulmans. Il y a aussi une deuxième différence, c'est le prélèvement, en quelque sorte, pour le service militaire. Les Ottomans avaient tendance à prélever un peu plus sur ceux qui étaient d'une autre religion. À tel point d'ailleurs qu'ils ont constitué une équipe, une armée de janissaires.
Les janissaires, c'était en général des chrétiens qui avaient été enlevés très tôt à leur famille et qui étaient une garde pas prétorienne des dirigeants. Et bien sûr, ces janissaires avaient la confiance du sultan et jouaient un rôle militaire important et surtout aussi un rôle politique. Donc, voilà pour la construction de l'Empire. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la déconstruction. La déconstruction, Guy, on peut passer à l'étape suivante, a commencé en 1571, vous voyez, en même temps qu'ils ont conquis Chypre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, à l'ouest de la Grèce, il y a une bataille navale importante, la bataille de Lépante. Et la bataille de Lépante a été gagnée par les Occidentaux. Bon, il y avait des Français, des Italiens, des Britanniques, gagnée par les Occidentaux, qui a détruit à peu près 75% de la marine ottomane. Et la bataille de Lépante est restée dans l'histoire, non pas pour ce rôle dans la confrontation des deux civilisations, mais plutôt parce que c'est là que Cervantes, le papa de Don Quichotte, a perdu le bras gauche. Hein. La bataille de Lépante, donc c'est le début de la mise en cause de la domination de l'Empire ottoman. Ensuite, l'échec du siège de Vienne, et vous voyez que dans la partie est de la Méditerranée, l'Autriche-Hongrie était concernée, et surtout la Hongrie. Ensuite, la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie dont je parlais tout à l'heure, la Bosnie-Herzégovine, ce qui a laissé des traces jusqu'à encore aujourd'hui. Alors, si on regarde la déconstruction de l'Empire, ça a commencé au cours du XVIIIe siècle, mais ça s'est surtout intensifié au XIXe siècle. Et notamment, et c'est une des raisons des relations entre les Turcs et les Grecs, c'est les Grecs qui ont mis le feu aux poudres. Ils ont commencé leur guerre d'indépendance en 1820 et ils ont obtenu leur indépendance en 1830. Et les Grecs ont été le modèle pour tous les pays d'alentour de ce qu'il fallait faire pour recouvrer ou obtenir son indépendance. Donc, c'est la première décomposition importante de cet empire au début du XIXe siècle. Et je vous ai parlé tout à l'heure des janissaires. Il y en a un deuxième, c'est que les janissaires étaient devenus très conservateurs, un peu trop, et empêchaient toute adaptation vis-à-vis d'une certaine modernité qui aurait permis au sultanat de résister et de maintenir son empire, à tel point que le sultan de l'époque, vers 1826, a décrété le massacre des janissaires. Ils ont été massacrés par la population, tout ça à l'initiative du sultan. Et là, on va retrouver quelque chose qui est quasiment permanent dans cet empire ottoman et dans la Turquie, c'est qu'on fait peu de compte de la vie humaine. Et on va parler tout à l'heure de ce qui est arrivé aux Arméniens, du génocide des Arméniens au début du XXe siècle, mais il y avait eu des précédents. Et il y aura des massacres qui vont aussi succéder à cette affaire. Bon, les sultans ont accordé une constitution en 1876. Laquelle constitution a été suspendue en 78, donc elle n'a pas duré longtemps. Et nous avons pu voir dans ces guerres de libération ce qui s'est traduit lors de la conférence de Berlin, c'est-à-dire, Guy, carte suivante, on voit ce qui s'est concrétisé à la conférence de Berlin en 81. Eh bien, c'est des guerres d'indépendance, vous voyez,
dans la partie nord de la Grèce qui, à l'époque, avait obtenu son indépendance. Donc elle est en blanc, elle derrière. Et les autres pays, vous avez des dates un peu différentes où l'indépendance a été obtenue, mais tout ça, c'est la suite, en quelque sorte, de l'action grecque. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'avant 1914 est apparu un mouvement qu'on appelait de jeunes Turcs. C'était des officiers ou des fonctionnaires d'un certain niveau qui ont constitué le comité d'union et de progrès. Et ils demandaient la restauration de la Constitution. Ils ont fini par accéder au pouvoir vers 1913 et avec des pratiques de centralisation, mais aussi de début de modernisation. Et malheureusement pour eux, ils se sont engagés lors de la Première Guerre mondiale aux côtés des puissances centrales. Et bien sûr, vous connaissez la suite, ils étaient du côté des perdants au moment du traité de Versailles. Alors, le sort de l'Empire ottoman était traité lors du traité de Sèvres, j'ose dire, en 1920. Alors, on peut passer au traité de Sèvres, vous l'avez sous les yeux, enfin pas le traité, mais ce qui était devenu le territoire de la Turquie. Vous voyez, c'est la partie jaune centrale, mais les Turcs à l'époque devaient concéder à l'ouest, à l'ouest d'Istanbul, donc après la suite de Constantinople, et puis près de Smyrne, des territoires importants aux Grecs, mais des Grecs qui étaient installés depuis longtemps d'ailleurs sur ces côtes. Ce n'étaient pas des envahisseurs récents, ils étaient là depuis longtemps, simplement ils étaient rattachés à la Grèce et non plus à la Turquie dans cette affaire. Sur la partie droite, en hachuré, vous avez ce qui aurait pu devenir le Kurdistan. C'est la partie occupée effectivement par les Kurdes de Turquie, parce que vous avez aussi des Kurdes en Syrie, au nord de la Syrie, vous en avez au nord de l'Irak et je pense aussi du côté de l'Iran. Donc, les Kurdes ont espéré, et pendant très peu de temps d'ailleurs, accéder à l'indépendance. Et d'autre part, vous avez au nord du Kurdistan théorique une partie qui était plutôt rattachable au Caucase. Alors, Atatürk, qui n'était pas Atatürk à l'époque, mais Mustafa Kemal, était un général victorieux qui avait livré un certain nombre de batailles pendant la Première Guerre mondiale et qui avait gagné des batailles qu'il avait engagées. Eh bien, ce général n'a pas accepté le traité de Sèvres et a fait en sorte de livrer bataille, notamment contre les Grecs. Et il a bataillé de 1920 à 1923. Et il a obtenu, en 1923, que les signataires du traité de Sèvres eh bien, acceptent le traité de Lausanne. Et vous voyez sur le traité de Lausanne que Mustafa Kemal a récupéré des terres qui étaient destinées aux Grecs. La partie jaune de l'ouest de la Turquie, il l'a récupérée. Les territoires qui auraient pu être destinés aux Kurdes étaient aussi récupérés. Et ce qui a failli du côté de Trébizonde d'aller vers le Caucase était aussi récupéré. Donc, il a défini un territoire turc beaucoup plus acceptable avec finalement l'accord des signataires du traité de Sèvres et de Lausanne qui étaient, disons, les Occidentaux. Ceci étant, les Occidentaux vainqueurs de la Première Guerre mondiale, en 1923, ils étaient devenus plutôt pacifistes. Vous savez que le pacifisme a connu des succès au lendemain de la guerre, notamment du fait des victimes, du fait de
de tous ces soldats qui étaient défunts et qui n'avaient pas pu fonder une famille. Donc, une première raison. La deuxième raison, c'est que ce militaire, ce général, était aussi un grand stratège. Il a compris qu'il fallait donner des gages et rassurer les Occidentaux. Donc, c'est ce qu'il a fait. C'est son habileté, d'une part, de vouloir construire une nation, et non plus un empire, de vouloir construire une nation sur le modèle occidental, de façon que les Occidentaux lui fassent confiance. Et il a, d'une part, débarqué le dernier sultan, procédé à l'abolition du sultanat en 1922. Donc, vous voyez, c'était avant 23, c'était la préparation en quelque sorte du traité. Il a montré patte blanche aux Occidentaux pour montrer qu'il était tout à fait fréquentable et préférable à un sultan. Après, en 1924, il a même aboli le califat. C'est-à-dire que même l'islam n'était plus l'adversaire religieux qu'il avait pu être dans le passé. Il était en train de devenir fréquentable. Abolition du califat. Il a transféré la capitale d'Istanbul à Ankara. Alors, Ankara n'avait pas la même valeur symbolique qu'Istanbul. Istanbul, c'était quand même la capitale de l'Empire romain d'Orient et la capitale des orthodoxes qui avait été arrachée à l'Occident. Ankara était beaucoup plus neutre. Et il a eu donc à gérer la fin, la liquidation de l'Empire ottoman. Ceci étant, avant cette affaire, vers 1915, vous avez eu ce qui était le prélude à la reconquête des terres possédées par les Turcs, mais cette fois-ci du côté de l'Arménie. Et les jeunes Turcs ont un peu lancé le génocide arménien. Alors, ce que je dis est approximatif parce qu'en fait, personne ne reconnaît avoir lancé d'une façon centralisée par un gouvernement en place le génocide arménien. Les historiens sont à peu près d'accord pour dire que les initiatives sont plutôt locales, mais personne ne les a arrêtées. Et le génocide arménien, c'était en gros de déporter les Arméniens de leur zone d'Arménie, vous voyez où c'est, au nord-est, de les transférer dans une autre zone plus au sud. Et malheureusement, la longue marche s'est traduite par 1 600 000 morts. C'est ça qu'on a appelé le génocide arménien. Alors, c'était avant l'arrivée au pouvoir de Mustafa Kemal. Ce n'étaient pas les jeunes Turcs, disons que c'était des initiatives locales. Alors, Mustafa Kemal a organisé la construction de cette nation turque. Quelles sont les 6 flèches du corpus kémaliste? C'est comme ça qu'on appelle les choses. C'est d'abord un républicanisme. On est sorti du sultanat, on est entré dans la République, tout ça pour montrer de patte blanche à l'Europe. C'est aussi un populisme. Il s'est appuyé sur les attentes du peuple de base et non pas des élites ou des corps intermédiaires. Il a pratiqué le laïcisme. Mais attention, le laïcisme à la turque, ça n'a rien à voir avec le laïcisme à la française. Soyons clairs, laïcisme à la française, c'est l'État n'a rien à voir avec la religion. Le laïcisme à la turque, c'est la religion est au service de l'État. Et si je vais tout de suite assez vite,
disons que le régime religieux laïque de la Turquie ressemble bigrement au régime qui existe en France, en Moselle et en Alsace. C'est-à-dire, on est encore sous concordat. Les prêtres, les imams, sont payés par l'État. Et pire que ça, disons que dans le concordat en France, le responsable du dogme, c'est le pape, qui est un peu en dehors des frontières. Le responsable du dogme en Turquie, c'est Erdogan aujourd'hui. C'est le patron, ou Atatürk précédemment. Donc, c'est une laïcité qui ne ressemble pas du tout à la laïcité française et sur laquelle nombre d'hommes politiques français se sont trompés. Je pense par exemple à Michel Rocard, qui était un chaud partisan de l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. Mais ces hommes politiques n'ont pas toujours regardé de près ce qu'était le régime turc. Alors, il n'y a pas que Michel Rocard dans l'affaire. Vous avez par exemple la municipalité de Strasbourg qui avait voté une subvention de plus de 2 millions pour la construction de la mosquée de dimension européenne que Erdogan avait entrepris à Strasbourg. Non, ça fait un peu de bruit. Bon, je m'arrête, on est un peu en avance sur le sujet, mais c'était pour dire ce qu'est le laïcisme et les erreurs d'interprétation qui ont été faites en Occident là-dessus. Bien sûr, la Turquie était révolutionnaire. Les Atatürk d'une part, Erdogan d'autre part, ont changé très sensiblement les mœurs de la Turquie pour la moderniser et, ce faisant, lui faire prendre de la distance avec l'Empire ottoman. Grande idée aussi, le nationalisme. Le nationalisme, la nation über alles, qui était l'un des moyens de regroupement, puisque tous les deux, Atatürk d'un côté, Erdogan préférait regrouper les Turcs autour de l'idée de nation plutôt autour, en tout cas pour Atatürk, de la religion. Il voulait que Atatürk, que la religion ne soit pas un moyen de s'opposer à cette construction nationale. C'est Erdogan qui était beaucoup plus loin sur l'instrumentalisation de la religion aujourd'hui. Nationaliste, dernier point, étatisme. Depuis que la République est arrivée, nous sommes dans un État très centralisé, très jacobin. Ça peut faire plaisir aux Français de retrouver un État centralisé et non pas un État fédéral à l'allemande, mais voilà donc les caractéristiques. La révolution nationale doit chasser l'altérité pour exister. Donc, on voit bien le rôle de l'État, justement, dans cette révolution. Et l'État s'est notamment beaucoup appuyé sur l'armée. Alors, l'armée, c'était bien vu des Occidentaux parce que l'armée, c'est rationnel. Hein, c'est rationnel. On sait faire de la stratégie avec des objectifs, des cheminements pour y parvenir. Et d'autre part, ce n'est pas la religion qui domine dans l'armée. Donc, pendant longtemps, l'armée a été la base de la construction de ce régime national. L'armée était progressiste et laïque. Bien sûr, un régime conservateur et islamiste s'est construit à côté, mais ce n'était pas lui la première fondation. On a pu constater dans la construction de la Turquie qu'on faisait bon compte de la vie humaine et qu'on pratiquait beaucoup de purification. Alors, je vais vous donner quelques informations. Là, je prends un bouquin de Jean-François Colosimo qui s'appelle « Le sabre et le turban », c'est lui que j'ai emprunté le titre. C'est un spécialiste, justement, de la Turquie et, disons, de l'islam. Alors, en une centaine d'années, l'État turc
a continué à nier l'existence du génocide arménien, 1 600 000 Arméniens. Mais il ne faut pas oublier non plus que lorsque Mustafa Kemal a récupéré les côtes ouest de l'Anatolie, il a viré les Grecs. Et vous avez 2 millions de Grecs qui ont été forcés au départ. Vous voyez, on n'hésite pas dans l'immigration. 2 millions de Grecs ont été forcés au départ. Ce qui est même important, c'est que lors du traité de Lausanne, où on arrondissait le territoire turc, la Société des Nations a donné sa bénédiction, d'abord au traité de Lausanne, mais aussi à l'échange de population qui s'en est suivi. C'est-à-dire que vous avez 300 000, des millions de Grecs qui sont repartis en Grèce, et en contrepartie, la Turquie a récupéré 300 000 musulmans. Et on n'hésitait pas à déplacer quand même des populations d'une façon musclée. Alors, je vous indiquez ce qui est arrivé aux Arméniens. 2 millions de Grecs ont dû partir 100 000 Juifs, 90 000 Assyriens, 80 000 Yézidis. Bon, je m'arrête là, c'est pour montrer quand même l'une des caractéristiques de la direction du gouvernement des Turcs. Alors, ceci s'est continué un peu, on va revenir dessus, jusqu'à la mort d'Atatürk en 1938. Il est mort assez jeune, Atatürk. Et en 1938, ce qui est important sur la carte que Guy va nous renvoyer, eh bien, la France, qui avait un mandat de gestion de la Syrie, a accepté de restituer, ou de donner à la Turquie Alexandrette. Vous voyez, Alexandrette, c'est à l'est, au nord-est de Chypre. C'est le port méditerranéen le plus important de cette région, avec comme conséquence, c'est que ça privait Alep, on voit un peu plus à l'est, et Mossoul, de leur débouché sur la Méditerranée, puisque le débouché, c'était le port d'Alexandrette. Là, la France a été généreuse au détriment de la Syrie et aussi de l'Irak envers la Turquie. Non, maintenant, on va voir les caractéristiques de la République et le parallèle Atatürk-Erdogan. Alors tout d'abord, la purification ethnique à l'égard des étrangers. Bon, je vous ai dit, les Juifs, il y en avait 120 000 en 1900, il n'en restait plus que 10 000 en 2023. Donc, bien évidemment, une politique a été conduite dans ce sens-là. Les Arméniens vivant sur le territoire grec n'étaient plus que de 45 000. Les Grecs, je vous l'ai dit, 200 000 en 1923, 3 000 en 2020. Les Grecs ont disparu. En ce qui concerne les Grecs, quelques informations sur une page. Les raisons qu'avaient les Turcs d'en vouloir aux Grecs, premièrement, c'est la préexistence de Byzance. C'était un monde grec. Et la Turquie ne souhaitait pas reconnaître sa dette civilisationnelle à l'égard des Grecs. Ça rappelle le voyage de M. Pérychon. M. Pérychon part en voyage avec ses deux gendres. L'un le sauve de la noyade et il s'attend à avoir une reconnaissance de M. Pérychon. Non, c'est exactement le contraire. On ne pardonne pas les gens qui vous ont aidé. Le deuxième, plus futé, a fait semblant de se noyer, et c'est M. Pérychon qui a été le sauvé. Et Pérychon est beaucoup plus reconnaissant au deuxième gendre parce qu'il lui a permis de se mettre en valeur. Donc,
finalement, vous transposez au niveau national des comportements humains et vous comprenez l'explication. Deuxième raison, c'est que ce sont les Grecs qui ont donné le signal de l'indépendance et donc assuré la décomposition de l'Empire. Et c'est eux encore qui détiennent aujourd'hui les territoires limitrophes de la Turquie, et notamment, ça se voit sur cette carte, toutes les îles qui sont, vous voyez, presque collées à l'Anatolie, elles sont blanches, elles appartiennent à la Grèce. Autrement dit, le traité de Lausanne, même s'il était plus généreux que celui de Sèvres, il a laissé subsister cette proximité. Ce qui est insupportable pour Erdogan, c'est d'avoir des eaux territoriales de l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi, qui soient très proches des siennes. C'est une des raisons. La dernière, c'est que Istanbul, c'était quand même le patriarcat des orthodoxes. C'était la seconde Rome. Donc, voilà des raisons d'opposition. Mais les persécutions anti-grecques, anti-chrétiennes ne se sont pas limitées aux étrangers. C'est vrai aussi sur le plan domestique. Et sur le plan domestique, vous avez des minoritaires qui sont considérés comme des opposants, déjà du temps d'Atatürk, mais avec une certaine modération, beaucoup plus du temps d'Erdogan. Et là, je fais référence aux Kurdes. Et les Kurdes, c'est 20 millions quand même, 20 millions de Turcs, hein, qui sont des opposants. Inutile de vous dire que ces 20 millions n'ont pas voté Erdogan aux dernières élections. Vous avez aussi les Alévis. Les Alévis, c'est 15% de la population kurde. Et les Alévis, ce sont des musulmans, mais des musulmans chiites, c'est-à-dire comme en Iran, et non pas des sunnites comme en Arabie Saoudite, en Irak ou en Syrie. Entre les deux, il y a 3 millions qui sont à la fois kurdes et chiites. Donc, voilà ce qui les purifications qui continuent encore aujourd'hui. La langue kurde est interdite en Turquie. Les Alévis sont excommuniés. Bon, disons, tout ça, c'est considéré un peu comme schismatique par nos deux patrons que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais après, Jacques, oui. Jacques, excusez-moi, une question. Après la Première Guerre mondiale, où la Turquie faisait partie l'Empire ottoman, encore à l'époque, Oui. faisait partie des perdants, comment se fait-il que l'Europe, ou du moins les pays alliés, vainqueurs, n'aient pas eu la force nécessaire pour dire que Istanbul était européen et grec ou roumain et ne faisait plus partie de l'Empire ottoman. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que ça simplifierait bien les choses. La Turquie ne serait pas en Europe. Oui. Bon, je crois que c'est assez simple. C'est qu'à la limite, Istanbul était beaucoup plus symbolique pour les Turcs qui étaient prêts à en découdre que pour les Grecs pour qui la capitale religieuse avait beaucoup moins d'importance. Et donc, c'est une dénivellation symbolique, d'une part, et d'autre part, il y avait des Turcs en armes et il n'y avait plus de Grecs en armes, il n'y avait plus de Français en armes, il n'y avait plus de Britanniques en armes. Et d'autre part, il faut se rappeler que la Turquie s'est quand même pas mal défendue
pendant la Première Guerre mondiale. Son territoire n'a pas été envahi, le territoire de l'Anatolie, tout ça n'a pas été envahi. Et d'autre part, la Turquie avait quand même infligé des pertes importantes dans les Dardanelles aux Britanniques et aux Français. Les Français avaient été battus, soyons clairs. Donc, ça rend prudent, puisqu'on avait été battus. On avait dû plier bagages. Je crois que c'était en 1916, on a dû partir des Dardanelles. Hein. Donc, on n'était pas victorieux dans ce domaine-là, d'une part. Et d'autre part, le pacifisme s'était répandu. Hein. Ça a commencé par Romain Rolland au-dessus de la mêlée pendant la guerre. Stéphane Say a échangé avec lui et pensait la même chose. Donc, vous voyez que le mouvement pacifiste qui s'était manifesté surtout en Suisse pendant la guerre, eh bien, il s'est répandu très vite dans l'ensemble de l'Europe. Il ne faut pas oublier ça. Le pacifisme a fait florès entre les deux guerres. Puis, soyons clairs, Munich, c'est quand même une résultante du pacifisme. Hein, donc, voilà. Plus jamais ça. C'est ça. Pardon ? Plus jamais ça. Oui. Oui, c'était plus jamais ça, mais même, on avait pris une gamelle aux Dardanelles. Si ça me permet de dire, ça peut éclairer, si vous voulez, la situation actuelle de l'Europe par rapport à la Turquie. L'Europe ne serait pas capable aujourd'hui d'aligner la même armée conventionnelle que les Turcs. Vous avez chez les Britanniques et les Français l'arme nucléaire, mais en conventionnel, avec les réductions de budget militaire qu'on a fait, si Erdogan est un peu le roi du pétrole, si j'ose dire, dans l'est de la Méditerranée, c'est qu'aujourd'hui, en armée conventionnelle, il est quand même, c'est une puissance que d'autres n'ont pas. Et je dirais même que si Erdogan a pu faire ce qu'il a fait contre l'Arménie en Azerbaïdjan aujourd'hui, c'est que même les Russes étaient occupés ailleurs. On ne peut pas être en Ukraine et en Azerbaïdjan. Vous voyez, si on fait un rapprochement entre les deux, vous avez des situations qui sont assez voisines. Et justement, ça permet de montrer, de faire un rapprochement, une analogie historique. Parce que parfois, on a du mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais il ne faut pas rêver. Hein. Je pense qu'il faut être réaliste en géopolitique. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ça éclaire un peu aussi hein, ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent? Non, je reprends. On a parlé de la disparition d'Atatürk. Ismet Inonu a pris la suite dans la même foulée, mais en moins virulent. Et le problème, c'est qu'il y a eu une absence d'incarnation d'un patron en Turquie avant l'arrivée d'Erdogan. Erdogan qui s'est fait élire maire d'Istanbul en 1994. Donc vous voyez, de 1938 à 1994, il y a un trou. Alors ça a été très animé, il y a eu des coups d'État qui ont été faits parce que justement, il n'y avait plus de patron en Turquie. Alors j'en arrive au parallèle entre nos deux grands personnages turcs. Alors, il y a une certaine convergence stratégique entre les deux. Bon, il y a une opposition, disons, modernité, laïcité chez Atatürk, certains conservatismes religieux chez Erdogan. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est d'aller vers l'unité de la nation par l'autorité de celui qui incarne le pouvoir et même par une dictature violente. Soyons clairs, la Turquie pratique un déni démocratique. Ce n'est pas une démocratie exemplaire, intégrable dans l'Union européenne. Parmi les raisons d'être opposé à cette intégration, il y a le fonctionnement fort peu démocratique. Et on l'a vu d'ailleurs lors des dernières élections. Alors, il y a une divergence de trajectoire. Atatürk, c'est l'unité via la modernité de la société,
Et Erdogan, c'est plutôt vers l'unité par la tradition. Une renaissance de la tradition, elle est récente. Elle est récente. Ce n'est pas Erdogan première mi-temps, c'est Erdogan deuxième mi-temps qui fait ça. Atatürk est par exemple passé à l'alphabet latin. On a abandonné l'alphabet arabe pour passer à l'alphabet latin. Il utilise le calendrier grégorien, mis au point par un pape, par Grégoire VII. Pour des musulmans, il faut le faire. Le dimanche est chômé. Je me souviens avoir téléphoné sans le savoir dans des pays musulmans vendredi. Il n'y avait personne. Puis après, on m'a dit attention, ça fait passer la frontière. Vous ne l'avez pas vu. Et vous vous rendez compte, le dimanche, chômé. Interdiction de l'arabe. Interdiction du fez, une espèce de tronçon que les hommes portent sur la tête, ou bien du hijab pour les femmes. Tous les signes distinctifs religieux ont été atténués. Laïcisation des lieux d'enseignement et sécularisation des lieux de culte. Il faut aller jusque-là. Assimilation forcée des minorités et nationalisation de l'islam. On a utilisé les imams pour vendre un sentiment national. Alors ça, c'était Atatürk en 94. Donc, Erdogan devient maire d'Istanbul. Il est populiste, pragmatique, pro-européen au début, mais ensuite, il a assuré son pouvoir en éliminant progressivement toutes les oppositions. Alors, les oppositions, ça a été celle de l'état-major, celle des Alévis, des Kurdes, de certaines mouvances islamiques. Dans un premier temps, il s'est appuyé par exemple sur Gülen, et de 2002 à 2012, et il a divorcé de Gülen, qui a dû se réfugier pour survivre aux États-Unis. Donc, vous voyez qu'il a éliminé toutes les oppositions. Bon. Si je reviens un instant on reviendra là-dessus, sur la laïcité. C'est une laïcité dominée par l'État qui institue, gouverne, encadre, régule, surveille, contrôle la religion et qui instrumentalise complètement la religion. L'islam sunnite, hein, pas l'islam en général, mais uniquement sunnite, qui en fait un culte national. Je vous rappelle que le califat, donc le patron des religieux, avait été supprimé en 1924 par Atatürk. Et il a substitué déjà la Diyanet. La Diyanet, c'est la direction des affaires religieuses. C'est en quelque sorte un ministère qui se consacre à la religion. Donc, ce n'est pas la séparation, c'est bien la domination de la religion, l'instrumentalisation totale de celle-ci au service d'une politique de construction nationale. On est plus près de Napoléon que de la Troisième République. Hein, ça n'a rien à voir. Et quand tout à l'heure, je vous parlais de la construction de la mosquée à Strasbourg, la mosquée de Strasbourg est sous la domination de la Diyanet, c'est-à-dire que les imams qui étaient destinés à aller là-bas, ils sont des fonctionnaires de M. Erdogan. C'est pas un clergé libre, c'est un clergé fonctionnalisé. Et Erdogan, qui était pas du tout un croyant, il a vraiment agi à la Bonaparte, ou à la Napoléon, puisque c'était du temps de Napoléon, vis-à-vis de cette religion. C'était vraiment l'instrumentalisation. Et la laïcisation était confondue avec la modernisation et elle-même confondue avec l'occidentalisation, et d'une façon très démonstrative pour entretenir l'illusion de l'Europe sur ce que la Turquie était en train de devenir. Et la Diyanet
à réconcilier le sabre et le turban, puisque sa mission, c'est d'assurer la neutralité politique du fait religieux au sein du fait national. Et cet islam sunnite, ainsi manipulé, eh bien, était tout à fait préparé à fusionner avec l'islam politique. Dans l'islam politique, c'est celui que pratiquent les frères musulmans. Les frères musulmans, c'était créé vers, je crois, 1920 en Égypte, mais c'est bien ces gens-là qui veulent conquérir l'Occident. C'est ça que cela veut dire. Donc, il faut bien voir que cet islam turc est au service de cet objectif. Cette direction, c'est 120 000 fonctionnaires, dont 70 000 imams, y compris tous ceux qui officient dans des mosquées étrangères. Alors, il y en a pas mal en Allemagne, puisque, disons, les musulmans allemands et français, c'est sans doute pas loin de la même quantité, mais les Allemands, ce sont des Turcs. Alors que nous, on a pas mal de population qui vient du Maghreb, bien sûr, nos anciennes colonies. Donc, la priorité, c'était la turcité, c'est-à-dire transformer en civilisation turque pour Erdogan, puis l'islamité et Atatürk, pas Atatürk, mais Erdogan a inversé les deux. Et puis, il a refusé de coopérer avec l'islam réformiste, Fethullah Gülen, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, coopération entre les deux entre 2002 et 2012, et puis ensuite le divorce. Erdogan est élu président en 2014. En 2016, il saisit le coup d'État dont il a failli être victime, mais qui était très mal fait, pour régler tous ses comptes. Je vous parlais des règlements de comptes avec les opposants, ça avait commencé un peu avant et beaucoup après. Et il a commencé par régler ses comptes, notamment avec l'armée. Il a viré de l'armée, qui joue un rôle important, c'était le fondement de la Turquie, il a viré tous ceux qui lui posaient problème. Il a fait la même chose dans l'université, ce qui fait que les Turcs libéraux, on les trouve chez nous, ils ont migré, ils n'ont pas pu rester sur place, ils sont emprisonnés ou ils ont été éliminés. Donc, 2016 a été utilisé, d'ailleurs, comme Atatürk avait fait en 2026. Il avait été aussi lui-même, il a failli être victime d'un attentat et il a profité de cela pour régler ses comptes avec les opposants. On retrouve une analogie historique. Erdogan a fait la même chose. Et à la limite, il a su profiter de cet attentat pour légitimer toutes ces réactions d'élimination des opposants pour asseoir son pouvoir personnel dans la durée. Un peu plus loin, en 2020, il a transformé Sainte-Sophie de nouveau en mosquée, alors qu'Atatürk avait transformé cette mosquée en musée en 1934. Et vous voyez, en vendant cette décision laïque aux Européens pour montrer qu'il était tout à fait fréquentable. Et ce qui a pu conduire l'illusion des Européens quand on a parlé d'adhésion à l'Union européenne. Et Erdogan a déclaré que l'empire musulman sera le nouveau modèle de la Turquie contemporaine. Vous voyez, rupture avec la construction de la nation et on renoue avec la notion d'empire ottoman d'une façon tout à fait officielle. Maintenant, dans le parallèle, la femme et le voile. Atatürk, disons, avait libéré les femmes du voile, leur avait donné un rôle important dans la société, mais à condition qu'elles soient au service de la nation. Et lui-même avait 2 filles adoptives. La première
est devenue cofondatrice de l'Institut de l'Histoire nationale. Vous voyez, elle a servi à asseoir la propagande nationale turque. Et sa deuxième fille est devenue la première femme pilote de chasse. Donc, et en plus, non seulement elle savait piloter des avions de chasse, mais elle savait les transformer en bombardiers. Sur le plan moral, ces déclarations sont assez impressionnantes. Ce qui est intéressant au passage, c'est de connaître l'origine ethnique de cette deuxième fille adoptive. Elle était arménienne. Donc, vous voyez, ça absout en quelque sorte Atatürk d'un racisme excessif, notamment vis-à-vis des Arméniens, puisqu'il a eu le culot de faire ça. Donc, il a affranchi les femmes, mais à condition de les asservir, de les mettre au service de la construction nationale. Il leur a accordé le droit de vote en 1934, 10 ans avant la France. Ça aussi, c'est quand même un signe. L'interdiction du voile a été confirmée en 1989 par la Cour constitutionnelle. Alors, interdiction dans l'université et la fonction publique. Pas dans la rue, c'est université et fonction publique. À la limite, vous voyez que dans l'université, ils vont plus loin que la France. La France interdit le voile dans les lycées, mais pas à l'université. Donc, ils ont été assez loin. Ceci étant, Erdogan est en train de revenir là-dessus, puisque en 2013, on a vu 4 élus enfoulardés, des élus de l'AKP, c'est-à-dire du parti politique d'Erdogan. Et alors que dans un premier temps, elles avaient été rejetées par l'Assemblée, eh bien, elles ont été imposées et ont pu tenir des conférences de presse. Vous voyez, il y a un retournement, non pas encore officiel dans le droit, mais de fait dans l'accueil qui est préparé sur le plan politique. L'armée, je vous ai dit son rôle fondamental, c'est aussi un rôle de brassage social et d'instruction patriotique, alors bien vu de l'Occident, puisque bien sûr c'était un enseignement assez rationnel et proche de l'Occident. Entre 1960 et 2016, il y a eu 5 coups d'État militaires. On voit bien que la gouvernance n'était pas stabilisée. Bien sûr, après le coup d'État de 2016, Erdogan en a profité pour régler ses comptes. J'en arrive au 4e point, la géopolitique et la stratégie, notamment vers une certaine résurrection impériale du temps d'Erdogan. Alors, si on regarde, Atatürk était pour la défense des frontières et la neutralité de la Turquie. Après le traité de Lausanne, il a été sage sur ses frontières pour être vu positivement par les Européens. Il était favorable à l'Occident, c'était un stabilisateur de l'Orient, il était aux aguets contre la Russie et il intégrait la Turquie dans la communauté internationale. Il la rendait présentable et participante à l'ordre mondial en cours de construction. Erdogan, c'est l'inverse. Il est devenu interventionniste. Il intervient un peu partout, en Syrie, en Irak, en Arménie, en Azerbaïdjan. Et s'il a fait un sort récent au Haut-Karabakh, c'est pour s'ouvrir. Tiens, Guy, tu peux nous renvoyer la dernière carte. La dernière carte, on va voir que l'Arménie est en quelque sorte un mur entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, et donc le Caucase. Et derrière l'Azerbaïdjan, vous le voyez, vous voyez l'Arménie en haut à droite, à l'est, derrière l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, où on parle de turc. Donc, c'est une rupture entre les deux. Et Erdogan vise aussi, au-delà, les pays d'Asie centrale,
Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, etc., où on parle aussi turc. Vous voyez son ambition, et là, bien sûr, il va se heurter, ou il se heurterait à la Russie. Ça explique un peu ces ambitions qui commencent à être affichées, et ça commence à inquiéter la Russie. Donc, interventionniste, un peu tous azimuts, défavorable aux États-Unis et à l'Union européenne, diviseur du Proche-Orient, qui pactise avec la Russie. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, la Turquie a quand même descendu un avion de chasse russe. Bon, mais depuis, les Russes ont oublié la chose puisqu'il était opportun pour eux de se rapprocher de la Turquie. Et tous les deux ont souligné quand même qu'il y avait un syndrome d'encerclement. Ça ressemble d'ailleurs à ce que Poutine fait ressentir aux Russes, hein, syndrome d'encerclement. Vous voyez, quand on commence à tenir ce discours, c'est pour préparer une opposition à l'Occident. Bon, j'ai parlé du rattachement d'Alexandrette, je ne reviens pas là-dessus. À titre d'information, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la Turquie a rejoint les Alliés en 1945. Vous voyez qu'elle a tiré les leçons de la Première Guerre. Elle ne s'est pas engagée dès le départ, elle s'était engagée tardivement et du bon côté. C'est ce qui explique qu'elle a été intégrée dans l'OTAN. Oui. Oui, elle a été intégrée très tôt dans l'OTAN, en 52, je crois. Bon, donc, on va accélérer un peu. On a vu la Turquie aussi s'intéresser à Chypre en 1974. Alors là, les Grecs ont fait une erreur. Vous savez que les colonels grecs sont devenus dictateurs en Grèce en 71 et en 74, ils ont voulu rattacher Chypre à la Grèce et en quelque sorte faire un coup d'État contre Monseigneur Makarios. Alors, ils ont réussi à faire fuir Makarios, mais la Turquie a décidé de défendre les Chypriotes turcs et ils ont envoyé leur armée. Et depuis, eh bien, Chypre est séparée en deux, un tiers turc et deux tiers grec. Alors, ça s'est traduit par des déplacements de population. 200 000 Chypriotes sont partis du nord pour aller vers le sud et 70 000 Chypriotes turcs ont quitté le sud pour aller dans le nord. Et sur place, vous avez 35 000 soldats turcs qui stationnent. Alors, des tentatives ont été faites pour réunifier les deux pays. Celle qui a failli aboutir, c'était celle de l'ONU en 2005, mais finalement, ça a échoué. Et depuis, eh bien, les Turcs ont reconnu, depuis 1983, la République turque de Chypre Nord. Et ils ont fait en 2004 un strapontin d'observateurs à Chypre Nord dans l'Organisation de la coopération islamique. Bon, mais Chypre Nord n'est reconnu par personne d'autre au sein de l'ONU. Et cette intervention de la Turquie est présentée comme les prémices de la délivrance d'autres fratries, parce que le mot d'ordre, c'est de délivrer les fratries turcophones qui sont dans d'autres pays, notamment en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Macédoine, au Karabakh. Alors, Karabakh, c'est la partie arménienne, mais qui est sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Et la Turquie
c'est à la fois un lieu de contrôle des espaces des voisins, des espaces maritimes et aériens. Effectivement, les Turcs, à partir de la Turquie, peuvent contrôler. On a vu, c'est un peu leur problème, puisque à côté de leur côte, vous avez des îles grecques. Donc là, eux-mêmes peuvent assurer ce contrôle. Et d'autre part, ils en profitent pour dire qu'il y a des zones maritimes qui appartiennent à Chypre du Nord et qui devraient permettre une exploitation par les Turcs. C'est ce qu'ils ont fait de deux façons. D'une part, en s'appuyant sur la zone nationale, en exploitation exclusive, comme on dit, de l'île, d'une part, et sur un accord qu'ils ont signé avec le gouvernement libyen. Alors, celui qui était reconnu par l'ONU, qui est l'adversaire du maréchal Haftar, qui lui-même était soutenu notamment par les Français et les Russes. Et de cet accord, il y a une autorisation d'exploitation, d'intervention de la Turquie dans les zones territoriales de la Libye. Et c'est sur cette base-là que les Turcs ont envoyé des bateaux explorer un peu la zone pour exploiter du gaz notamment. Et c'est à cette occasion que des navires de guerre turcs ont pris pour cible des vedettes françaises. Macron était intervenu devant l'OTAN pour que des reproches soient faits à la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, mais les reproches ont été limités à quelques pays, et c'est là que Macron a déclaré que l'OTAN était en état de mort cérébrale. C'est pas par hasard, c'est quand même pour souligner l'absence de solidarité à l'égard de la France, des pays de l'OTAN, et disons la tolérance excessive à l'égard d'un comportement déviant et dangereux de la Turquie. Alors, Erdogan a amorcé la reconquête parce qu'il considère comme étant sienne, pour lui et pour la Turquie, les terres un jour conquises par les ancêtres. Vous voyez bien que son ambition, c'est quand même une reconstitution de l'Empire ottoman. Il l'affiche ouvertement. Alors ça concerne l'Irak, la Syrie, Chypre, la Grèce, la Libye, le Caucase, le Haut-Karabakh, la Corne de l'Afrique, et là il s'opposerait à l'Arabie saoudite, les États arabes unis, autrement dit, il veut repousser les limites du traité de Lausanne sur les terres où nos ancêtres ont fait l'histoire. Voilà le programme qu'il affiche ostensiblement. Donc, c'est résurrection de l'Empire et de la religion sous Erdogan contre la nation et la laïcité de son prédécesseur. Autrement dit, il est en train de réconcilier le sabre et le turban. Vous voyez qu'il agit en tant que responsable de l'islam sunnite, hein, il joue de ce rôle-là, et d'autre part, eh bien, avec l'Azerbaïdjan, il fait quand même la peau aux Arméniens, notamment en laissant Alaïev, donc le patron de l'Azerbaïdjan, couper les couloirs d'alimentation du Haut-Karabakh. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim avec les bénédictions des Russes qui s'abstiennent d'intervenir et Erdogan qui peut faire un peu ce qu'il veut. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, l'une des raisons de la tolérance de l'Occident, c'est que l'Occident n'a pas de force à opposer. Alors elle n'a pas la volonté, mais elle n'a pas non plus la force. Et ça fait partie, dans les conclusions qu'il faudra avoir, d'une nécessité de reconstituer une force pour l'Europe, sinon elle ne pourra pas avoir de volonté à opposer à ces autocrates, puisque Erdogan
a rejoint le camp des autocrates. Non, si on se réfère au pacte migratoire de 2016, je vous rappelle que c'est un pacte qui était signé entre Angela Merkel et Erdogan parce que la Turquie était un lieu de passage important de migrants. Alors, la Turquie a accepté, moyennant finances, de retenir sur son territoire des migrants, mais demander à l'Europe quelques milliards pour financer ce maintien. Et Erdogan s'est focalisé sur la question kurde. Et il a obtenu à un certain moment le feu vert quasiment des Américains pour pouvoir bombarder le Kurdistan naissant dans le nord de la Syrie. Alors que les Kurdes nous avaient aidés, étaient à nos côtés contre Daesh, contre l'État islamique. C'est une sorte de trahison, mais autorisée par les Américains et auquel les Européens n'avaient pas les moyens de s'opposer, puisque les Européens ont dû plier bagages assez vite quand les Américains sont partis. Parce que, bien sûr, ils se protégeaient mutuellement. Bon, donc, focalisation sur les questions kurdes, hostilité au monde arabe et connivence avec le fondamentalisme sunnite qui est dans la région. Vous avez une agitation internationale tous azimuts, qui est même assez inquiétante de la part d'Erdogan, et une hostilité croissante à l'égard de l'Union européenne. Et on peut s'interroger sur l'attitude de l'Union européenne à l'égard de la Turquie. La Turquie a utilisé aussi à certains moments comme moyen de chantage les migrants. Rappelez-vous, à un certain moment, il y a 2-3 ans, on a constaté que les Turcs mettaient des migrants dans des autocars et les amenaient sur la frontière pour qu'ils passent d'eux-mêmes la frontière. Et de l'autre côté, vous aviez les ONG qui étaient là pour prendre des photos de la violence de Frontex, par exemple, à côté des Grecs, pour s'opposer à ces passages en force. À tel point d'ailleurs que le directeur de Frontex, qui était un Français, a été contraint à la démission. Et que Frontex, qui était en train de progresser pour aller vers les 10 000 fonctionnaires, s'est arrêté aux alentours de 3 000, parce qu'il n'y avait plus de patron et qu'il n'y avait plus de mission. Vous voyez comment la manœuvre des Turcs d'un côté, des ONG de l'autre, ont bloqué l'Union européenne. Et en plus, Erdogan s'occupe de dynamiser les mosquées dans les pays européens, par exemple à Strasbourg. Alors, à Strasbourg, d'un certain temps, la municipalité a fait marche arrière. Mais elle a quand même fait marche arrière après avoir fait des marches avant. Ce qui souligne un peu la méconnaissance politique de certains politiques et méconnaissance, disons, de la Turquie, de ce qui s'y passait. Là, il y a quand même un problème, me semble-t-il. Deuxièmement, non seulement il y a la Diyanet, mais vous avez Millî Görüs, qui est une confédération islamique privée, mais enfin manipulée par l'État. Et Guy m'a appris il y a 2 jours, tu peux en parler, de la présence de Millî Görüs en Lorraine. Les mosquées qui sont présentes à Metz, il y a 2 mosquées turques, dont une qui dépend de l'association Millî Görüs, voilà, qui est plutôt inféodé à Erdogan. Voilà. Ça, c'est assez important parce qu'il y a une très grande discrétion quand on parle de la présence de l'islam en France. On oublie cet aspect-là. Alors, d'autre part, Erdogan loue des salles pour venir faire campagne
dans des salles de concert, etc., en France et en Allemagne. Et il vient dire, par exemple, en Allemagne, que l'assimilation des migrants, notamment des Turcs migrants, est un crime contre l'humanité. Vous voyez jusqu'où il va. Le même a proposé de mettre aussi Macron dans un hôpital psychiatrique. Bon, manifestement, il y a des excès à l'égard de l'Europe dans cette affaire. On arrive à la faute de l'Europe. Je pense que l'Europe a eu les yeux de Slimane face à la Turquie, du fait notamment d'Atatürk et de sa frénésie d'importation des savoirs et des mœurs occidentales, du fait du rôle de l'armée, de l'attitude vis-à-vis de la Russie. Atatürk était très prudent, était plutôt un adversaire, et puis la Turquie a bénéficié du plan Marshall en 1947, de l'entrée dans l'Alliance Atlantique en 1952, et elle bénéficie d'une association avec l'Union européenne depuis 1963. C'est un peu lointain maintenant. Elle a été candidate officiellement à l'Union européenne en 1999. C'est plutôt l'Union européenne qui a reconnu cette candidature et qui a décidé en 2005 d'ouvrir des négociations avec la Turquie. Ceci étant, dès 2005, la Turquie a décidé de ne pas appliquer les accords d'Ankara, c'est-à-dire de ne pas accepter la zone de libre-échange avec les 10 pays qui avaient intégré l'Union européenne en 2004, c'est-à-dire les anciens pays de l'Europe centrale. Vous voyez, ça commençait mal. Donc, la conséquence était la suspension de la négociation de 8 chapitres sur 35 seulement. Mais je crois qu'il faut se poser les bonnes questions sur est-il légitime de laisser la Turquie candidate à l'Union européenne et tenter de l'intégrer. Sur le plan géographique, vous le disiez tout à l'heure, la partie turque dans l'Union, sur le continent européen, c'est autour d'Istanbul, c'est peu de choses. L'essentiel de la Turquie est en Asie. Et l'Europe avait répondu à juste titre aux pays du Maghreb qui souhaitaient adhérer, je crois que c'était le Maroc, qu'ils n'étaient pas sur le continent européen. Je pense qu'il serait souhaitable d'opposer le même argument à la Turquie. C'est le Bosphore, la limite. Historiquement, la conscience européenne s'est affirmée contre l'impérialisme ottoman. Nous sommes en fait dans deux civilisations différentes. Et il y a notamment deux personnages qui ont accepté de le reconnaître. L'un, c'est Giscard. Giscard, ça fait quand même partie des présidents de la République qui ont été les plus cultivés. Et puis il y en a un autre, c'est le cardinal Ratzinger. Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, avait dit, mais on ne peut pas faire adhérer la Turquie, ce sont deux civilisations complètement différentes. Et Jean-Paul II aurait dit la même chose, puisqu'il voulait que l'Europe respire avec ses deux poumons, mais ces deux poumons chrétiens. Il n'y a pas de poumons musulmans dans cette affaire. Il est vrai que Benoît XVI a évolué quand il est devenu pape. Pas dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, ce qui veut dire que la responsabilité internationale et diplomatique l'a emporté, je pense, sur la pertinence du professeur qui avait su distinguer des civilisations fondamentalement différentes. Et tout à l'heure, Guy le disait, on se focalise un peu sur l'Europe culturelle, sur la civilisation européenne, c'est l'ensemble du continent, c'est la communauté politique européenne qui regroupe tout le continent et pas simplement les 27.
hein. Si on voit ça, on est bien sur deux civilisations différentes. Si on continue, la Turquie serait le pays européen le plus peuplé, donc qui disposerait, dans les pondérations de vote, comme l'Allemagne, d'un poids au moins aussi élevé que l'Allemagne, c'est-à-dire plus élevé que la France, et peut-être même plus élevé encore, si on fait une proportion, que l'Allemagne. Est-ce acceptable pour les 65 à 70% d'Européens qui trouvent que l'immigration est trop élevée aujourd'hui? Là, ce serait une immigration massive sur un seul bloc. Manifestement, il me semble qu'il y a une difficulté d'acceptation par les populations qui sont exprimées dans les sondages. D'autre part, sur le plan militaire, les frontières de l'Union européenne seraient déportées vers des zones, disons, chaudes. La Géorgie. Je vous rappelle qu'en Géorgie, il y a quand même des conflits gelés, hein, l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie. Hein. On se retrouverait en Arménie, au Karabakh, où ça chauffe encore en ce moment entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On serait au contact de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie. Et c'est nous qui serions, enfin nous, l'Union européenne, qui serions au contact de ces zones chaudes. Ce qui est quand même mal préparé, alors qu'on voit bien, c'est ce que faisait la Russie jusqu'à présent, c'est d'avoir des no man's land, des zones tampons. Pour nous, ce ne serait pas stupide d'avoir la même politique prudente. Bon. Et culturellement, l'État turc refuse, ce qui est quand même typiquement européen, c'est une capacité de critique de soi-même. Nous, on va trop loin, on va jusqu'à la repentance. Mais sans aller jusque-là, Erdogan est très peu capable d'autocritique. En tout cas, jusqu'à la semaine dernière, ce n'était pas le cas. Et enfin, vous avez eu un forcing américain pour que la Turquie se rapproche et intègre l'Union européenne. Alors maintenant, l'Amérique, post-2024, parce qu'il y a quand même des élections l'année prochaine aussi, quelle sera-t-elle? Quels seront ses choix? Mais à tout le moins, ce n'est quand même pas aux Américains, surtout dirigés par un Trump, d'imposer à l'Europe sa configuration et son avenir. D'autant que je pense que ce serait un avenir suicidaire. Et Erdogan a fait le vide autour de lui, et ceux qui restent proches ne sont que, disons, des courtisans. Il n'y a plus d'équilibre dans le pouvoir aujourd'hui. Alors, ma conclusion, alors avant d'arriver à la conclusion, je vais quand même vous laisser la parole, notamment est-ce que Pierre souhaite intervenir sur ce qu'on a vu jusqu'à présent? Oui, merci Jacques de toutes ces précisions, c'est très instructif. Bon, on voit tout à fait l'évolution de Erdogan, qui est d'ailleurs très proche de celle de Poutine. Hein. On voit des traits de ressemblance qui sont très forts. Et comment dire, le problème de ces autocrates, c'est que ils sont de la même génération à peu près, hein, tous. Ils ont entre 69 et 72 ans. J'ai vérifié avant, oui. donc hein, c'est des gens qui sont nés après le conflit, la Seconde Guerre mondiale, et qui rêvent ou qui oui, font un rêve.
hein, de laisser quelque chose d'eux-mêmes. Par contre, comme vous l'avez dit juste avant, c'est qu'ils font le vide autour d'eux pour garder le pouvoir, et le jour où ils partiront, parce que ça viendra, hein, même Staline est parti, hein, il n'y aura rien derrière. Ça sera le chaos. Ça sera le chaos avec des pays quand même, avec un pouvoir économique assez important. Quand on voit, je me posais la question des moyens économiques de la Turquie, qui n'ont pas véritablement de pétrole, qui n'ont pas des ressources minières énormes, hein, mais qui ont un rôle économique, qui ont des relais économiques assez importants, avec des entreprises, des holdings qui sont assez puissantes, hein. On voit avec les clubs de foot turcs qui ont des pouvoirs économiques assez importants. On peut s'interroger. Là, j'avais un petit espoir avec le concurrent d'Erdogan, qui n'aurait pas révolutionné, je pense, le monde, mais qui aurait pu gérer la suite. Bon, il y a eu un deuxième tour, mais bon, Oui. c'est pas mal qu'il y ait eu un deuxième tour. Alors, sur ce plan-là, certains observateurs ont dit que si l'adversaire d'Erdogan avait gagné, le successeur aurait été plus poli, mais là, ça n'aurait pas changé le fond de la politique. C'est la politique de la Turquie qui est forgée et qui va se poursuivre. Soyons clairs aussi, ça veut dire que les électeurs soutiennent ces axes-là. Ils soutiennent pas seulement des personnages, mais ces axes-là, ils les soutiennent aussi. Donc, on aurait eu des rapports plus agréables, moins violents, mais les orientations seraient restées les mêmes. Deuxième chose, le candidat à l'adversaire d'Erdogan, c'est quand même une coalition, c'est-à-dire que la Turquie ressemble un peu à la France et aux États-Unis, c'est-à-dire elle est très divisée sur le plan politique. Il faut donc qu'il y ait des concentrations ou des coalitions qui s'établissent avec suffisamment de cohésion. La coalition qui était en face d'Erdogan, elle était quand même avec des gens qui avaient des programmes assez opposés. Ce qui les unissait, c'était Erdogan. Il fallait rejeter ce personnage. Donc, il y a un problème politique du côté de la Turquie. Sur le plan économique, alors deux observations. La première, c'est d'accord pour dire que la Turquie n'a pas beaucoup de ressources naturelles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle en recherche. C'est pour ça aussi que la Turquie n'a pas pris de mesures contre la Russie, parce qu'elle profite du pétrole russe à bon marché. Elle fait ses affaires en ce moment. Elle a des approvisionnements qui sont meilleurs marché que par le passé. Et il est vraisemblable que des oléoducs vont se construire en substitution de ceux qui ont sauté dans la Baltique, par exemple. Bon. Donc ça, c'est une chose. On le voit aussi avec l'exploration de la Méditerranée. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de trouver du gaz aussi. Et apparemment, ils ont tenté un rapprochement avec l'Arabie, Israël, pour mettre en commun des moyens d'exploitation. Donc, ils connaissent bien leurs points faibles et ils essaient de trouver des solutions de coopération. Si maintenant on revient au plan économique, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux puisque la devise plonge, l'inflation est colossale,
Et bien évidemment, la note d'emprunt plonge aussi, et il y a peu d'investisseurs occidentaux qui sont prêts à venir. Là, il y a un redressement à opérer et une stabilisation à faire. Mais pour l'instant, Erdogan a choisi le camp des autocrates en tirant des bénéfices, hein, mais il faut qu'il ait un rétablissement économique qui est à faire, manifestement. Voilà pour l'essentiel, donc on est à peu près d'accord, sauf vulnérabilité économique, dont on pensait que c'était un des points faibles d'ailleurs importants d'Erdogan. Et en fait, on s'est aperçu que les motivations rationnelles, l'aspect économique d'une part, et d'autre part, la corruption, le non-respect des normes antisismiques, eh bien, ces zones-là, on fait partie des gens qui ont soutenu Erdogan pour des raisons, disons, de tradition et de religion, alors que rationnellement, ils auraient dû être contre. Bon, enfin, je m'arrête sur le sujet, mais c'est pour voir un peu ce qui pèse en ce moment. Alors, conclusion pour nous. Bon, vous avez compris que je suis opposé à l'intégration de l'Union européenne, mais enfin, c'est un problème. On a dit oui, officiellement, c'est lancé, c'est en cours. Alors, bien sûr, toutes les négociations sont arrêtées, mais comment sortir de cette affaire? Alors, je pense qu'il ne faut pas, ne rêvons pas, ne rêvons plus, notez, c'est-à-dire que ça ne va pas se régler tout seul et ce n'est pas simple de prendre une décision officielle de dire non à la Turquie. Il y aurait des réactions immédiatement, sans doute avec beaucoup de migrants qui arriveraient et ça envenimerait les choses pour longtemps. Bon. J'ai noté, n'y cassons pas non plus. Alors, Niaka, c'est toujours les Niaka qui trouvent, il suffit d'eux, il n'y a qu'à faire ça, qu'à dire non à la Russie, on claque la porte, c'est fini, on passe à autre chose. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, Erdogan, est-ce qu'il va évoluer? On a vu, après son élection, on aurait pu penser, bon, il va mettre peut-être quelques bémols maintenant qu'il a gagné. Ben non, il explique que la Suède n'est toujours pas dans l'OTAN. Hein. Donc, Erdogan est en train de confirmer qu'il va continuer comme avant. Donc, il n'y a pas de raison qu'il change de lui-même sans qu'il y ait de pression. On ne peut pas être dans nos déclarations trop sincères. Si on est sincère, si on dit non, on va avoir un tas d'inconvénients, un cas de problème, et pour longtemps, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut donc définir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. C'est quand même important que les politiques de l'Union européenne se le disent entre eux et peut-être le fassent savoir, non pas officiellement, mais enfin avec suffisamment de force comme on sait faire. Quand on lance des ballons d'essai, on sait comment faire. Donc, il faut définir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et d'autre part, se donner les moyens d'y parvenir. Quand je parlais de faiblesse militaire tout à l'heure, eh bien, il faut corriger. Les Allemands ont dit qu'ils allaient investir 100 milliards, etc. Les Français font des projets en disant on veut avoir une armée présente dans tous les domaines, alors que c'est stupide, on ne peut pas être présent partout, il faut qu'on se répartisse les rôles au sein de l'Union européenne. Autrement dit, cette défense européenne, il faut la concevoir et commencer à se répartir les rôles, à réduire la division des matériels. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs chars, plusieurs hélicoptères, etc. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça pour se doter d'une force militaire qui nous permettra d'être des interlocuteurs qui oseront avoir une volonté à exprimer face à la Turquie. C'est ça que ça veut dire, ce qu'on ne veut pas, et se donner les moyens de réaliser nos objectifs, alors bien évidemment en étant les plus diplomates possibles. J'avais noté, il faut se doter les moyens d'avoir une volonté, ce que l'Europe n'a pas aujourd'hui. Et les attitudes allemandes et polonaises, dans la dépendance totale des États-Unis, sont éminemment dangereux. Ça ne va pas dans le bon sens.
À la limite, on peut s'interroger pour savoir s'il n'est pas souhaitable que Trump revienne l'année prochaine. Au moins, les Européens comprendraient qu'ils n'ont plus à compter sur les États-Unis. Le problème, c'est qu'ils ne seraient pas les seuls à comprendre et qu'on serait vulnérable pendant ce temps-là. Bon, donc, ayant défini ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, sachant à peu près ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités d'avancer, et il y en a, à des coûts maîtrisés. On n'a pas non plus des contraintes budgétaires importantes. Voilà, me semble-t-il, les orientations qu'il faut retenir aujourd'hui. À vous de conclure. Êtes-vous d'accord ou pas? Faut-il en rajouter? Voilà, on a tenu à peu près dans les temps. C'est-à-dire, il nous reste 5 minutes pour rester dans les 2 heures. On est terminé. Oui. Je pense que dans ce domaine, est-ce qu'il existe, je vais être un peu iconoclaste, des formations des élus européens à la géopolitique? Vous me direz, ça n'existe pas en France avec nos députés, donc pourquoi espérer que ça existe au niveau européen? En ce sens, je m'explique un peu plus, c'est que bon, on a des gens qui sont élus sur des listes, hein, c'est système démocratique, c'est une bonne chose, mais par contre, on s'aperçoit que nos élus, nos édiles municipaux, par exemple, qui ont affaire à des problématiques très complexes de gestion de population, ont du mal à prendre des décisions ou quelquefois à éviter prennent des non-décisions. Au niveau européen, je pense qu'on doit avoir la même problématique, sachant qu'en plus, ce sont des gens qui sont élus sur des listes, c'est-à-dire donc quelquefois sans aucune formation politique. C'est une question que je lance en l'air comme ça, hein, mais moi, je tendance à répondre 2 choses. La première, c'est que la carrière politique est à peu près l'un des rares métiers qui ne demande pas d'avoir une formation préalable pour l'exercer. Et à écouter certaines déclarations, on n'a pas de raison d'en douter. Hein. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on veut trouver des universités de formation, il y en a dans tous les pays, il y a même des universités européennes. Dernier point, c'est pas parce qu'il y a des universités qu'il y a des universitaires qui font preuve d'honnêteté intellectuelle. Alors, on vous a parlé de Colosimo, dont il connaît manifestement bien, il parle arabe, etc. Il connaît bien les sujets dont il parle. Ceci étant, il a aussi son équation personnelle, qui n'est pas tout à fait la mienne. Donc, il peut y avoir des divergences. Et d'autre part, je suis en train de lire un autre livre pour préparer sans doute une prochaine intervention sur l'immigration. C'est un livre de Michel Tribala, qui est une démographe très connue quand même dans le monde, enfin surtout en France, qui est une des responsables anciennes de l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Et son livre, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, il y a sur la première de couverture un visage d'homme politique avec le nez de Pinocchio. Vous voyez ce que ça veut dire? Bon, notamment en disant dans ce domaine-là, ou bien ils sont incompétents, ou c'est d'affreux menteurs. Autrement dit, il n'y a que nos élites politiques qui ne sont pas aperçues que l'immigration est un problème dans toute l'Europe. Alors la Suède s'occupe du problème, le Danemark s'en occupe,
l'Italie aussi, puisqu'elle est passée à droite pour ces raisons-là, la Grande-Bretagne aussi, elle a quitté le Brexit, notamment pour des raisons démographiques. Et puis, aux États-Unis, Trump n'a pas été élu. Le mur contre le Mexique, c'était là aussi. Hein, nos élites ne veulent pas voir. Ils pratiquent le déni. Alors, déni pour des raisons de connaissance, ou bien d'autres raisons, ou peut-être des sorts politiques à court terme pour gagner des élections l'emportent sur l'intérêt général à long terme. Vous avez ça. Et je reviens sur Tribala. Elle épingle d'une part des hommes politiques, pas de problème, des journalistes. Mediapart, par exemple, on le voit bien, ils sont tellement militants qu'ils en oublient d'être intelligents, hein, mais ils ont quand même des lecteurs. Et elle épingle Errand, qui est un grand démographe, qui est professeur de démographie au Collège de France, qui est l'ancien patron de l'INED. Autrement dit, elle démontre les prises de parti partisanes de son patron au détriment de la science. Vous vous rendez compte? C'est une illustration, je le prends comme illustration. Il n'y a pas que la démographie qui est en cause. Mais vous avez une grande partie de l'université, c'est ça qui me semble dangereux, qui est en train d'être pervertie par du militantisme. Et le wokisme en est la parfaite illustration. Autrement dit, il faut non seulement se former, mais fréquenter des gens fréquentables, c'est-à-dire qui ont une honnêteté intellectuelle et qui peuvent construire des raisonnements qui sont scientifiquement assez bien établis. C'est toute la notion d'esprit critique, de critique des sources, ne pas se laisser manipuler à son insu ou par des gens qui ont des titres universitaires, mais en fait sont complètement biaisés par leur militantisme, par leur doctrine. Donc, c'est plus compliqué que la simple information. Vous voyez, il faudrait qu'on... Je souligne simplement la complexité, on ne va pas résoudre ça ce soir, mais nous sommes dans un monde où l'évolution des élites, qu'elles soient politiques, intellectuelles, médiatiques, universitaires, devient dangereux. Voilà. Donc, ce n'est pas rassurant, mais c'est un peu ce qu'on perçoit pour l'instant.